Oui, alors les héritiers directs de Ricardo, il y a trois cercles dans les héritiers directs. Il y a véritablement ses amis, les gens qu'il fréquente, qu'il côtoie, qui sont les gens qui vont diffuser sa pensée. Donc alors il y a James McCulloch, qui est un économiste qui va exprimer sa pensée sous la forme assez claire, parce que, comme je le disais au début, il est autodidacte, il a une maîtrise de l'anglais qui n'est pas approximative, mais qui est un peu laborieuse. Il a un style très laborieux. Et donc McCulloch va transformer la pensée de Ricardo en une pensée lisible et accessible un peu à tout un chacun. D'ailleurs, McCulloch va, dans la logique d'ailleurs de ce qu'avaient été les physiocrates, va chercher à mettre en contact l'opinion publique générale avec la pensée de Ricardo. Donc les physiocrates avaient écrit un journal qui était les éphémérides du citoyen. Et donc McCulloch va s'entendre avec William Nassau Senior, qui est aussi un de ses disciples, un peu plus éloigné de lui que n'avait McCulloch, pour créer un journal. Et en 1842, le projet va déboucher sur la création d'un journal qui existe encore, qui est The Economist, et qui continue à défendre à peu près les idées de Ricardo, même si on ne défend plus le problème de la rente agricole et de l'arbitrage entre les Highlands écossais et le bassin de Londres sur la production de blé. Mais The Economist reste dans la lignée intellectuelle de Ricardo et des économistes classiques. Après, il y a James Mill, donc, qui est là aussi un esprit très encyclopédique, qui va d'ailleurs essayer de répercuter ça sur son fils, qui sera un autre disciple de Ricardo, le dernier de la lignée de ce qu'on appelle les économistes classiques. Donc c'est le père de John Stuart Mill. Et donc lui aussi va insister sur la nécessité de répandre la pensée, de diffuser la pensée. Puis alors, il y a un personnage dans les économistes directs qu'il connaît, qui est Thomas de Quincey. Thomas de Quincey est un écrivain qui va se faire connaître à la surface de la planète par un livre qui s'appelle « Les confessions d'un mangeur d'opium anglais », qui est un des livres les plus lus de la littérature anglaise, qui est à la fois un exemple de la littérature romantique et qui, très à la mode dans les années 1820-1830, raconte le contact avec l'opium de cet intellectuel, et qui va expliquer qu'il a réussi à quitter la dépendance à l'opium en s'investissant dans la réflexion, l'analyse de la pensée de Ricardo. Et il va écrire un livre qui s'appelle Logic of Political Economy, qui va servir pendant très longtemps de référence sur le plan universitaire à la diffusion de la pensée de Ricardo. Donc ça, c'est le noyau dur. En France, Ricardo va avoir des rapports un peu compliqués avec Jean-Baptiste Say, et donc le personnage qui va véritablement diffuser la pensée de Ricardo, c'est le professeur au Collège de France qui succède à Jean-Baptiste Say, qui s'appelle Pellegrino Rossi. Et donc dans les deux grands pays de référence, la France et le Royaume-Uni, il y a l'enseignement diffuse la pensée de Ricardo. Pellegrino Rossi, en tant que professeur au Collège de France, va diffuser dans l'intelligentsia française cette pensée, et puis les amis proches de Ricardo. Alors après, le deuxième cercle, ce sont les gens que fréquente Ricardo, avec qui il a des débats, qui ne sont pas forcément ses amis, mais qui sont des gens avec qui il entretient une relation privilégiée. Alors, il y a un de ses amis, son grand ami, qui est Robert Malthus, avec qui il débat, mais qui ne pense pas exactement la même chose sur tous les sujets, en particulier sur l'histoire de la rente, du propriétaire terrien. Malthus considère que le propriétaire terrien, il ne faut pas le passer par pertes et profits, c'est-à-dire ce personnage qui se contente d'être propriétaire et qui ne prépare pas l'avenir, qui est uniquement issu du passé. Malthus rappelle que assez souvent il appartient à la noblesse anglaise et que la noblesse anglaise n'a pas démérité, elle a vaincu Napoléon, elle a eu un comportement digne, donc il ne faut pas la passer comme ça par pertes et profits. Et Malthus va être évidemment connu pour ses théories sur la population, il va être un des rares économistes dont le nom va devenir un nom commun, malthusien, ça va. Mais Malthus rejoint assez Ricardo dans l'analyse des rendements décroissants et dans cette réflexion autour de ce problème des rendements décroissants. Puis il y a William Nassau Senior qui va être donc le premier professeur d'économie de l'histoire dans une institution publique à Oxford en 1825 et qui va poser ces quatre axiomes qui sont le fondement de cette économie qu'on va qualifier d'économie classique. Alors après, il y a les disciples qui vont être assez loin de Ricardo, que Ricardo ne va pas connaître et que Ricardo n'aurait peut-être pas apprécié. Alors dans ses disciples,
Évidemment, ils sont allemands. Il y en a un qui est le vrai disciple de Ricardo, qui s'appelle von Thunen, qui est un personnage qui est un peu oublié aujourd'hui, qui est surtout rentré dans l'histoire de la pensée économique pour avoir été le premier à faire un calcul de dérivation dans un écrit économique. Il va chercher à trouver le salaire optimal. Ce salaire, il va essayer de se poser la question de savoir si le salaire minimal est le salaire optimal, puisque la logique de Ricardo, c'est de faire la différence entre la production maximale, celle que l'on obtient en allant chercher le blé dans les Highlands, et la production optimale, celle que l'on obtient, qui est moins importante, en acceptant l'idée d'importer du blé en Angleterre depuis la France ou les États-Unis. Et donc il va essayer de voir si sur le salaire, on ne peut pas faire la même différence entre l'optimalité et la maximalité ou la minimalité. Et donc il fait, pour arriver à l'optimalité, il va calculer la dérivée. Et donc il est le premier à introduire un mécanisme de calcul.